Il y a 9 ans et demi, une sonde baptisée New Horizons, Nouveaux Horizons en français, est lancée pour une mission vers Pluton. À présent, elle est sur le point de toucher au but. La sonde New Horizons va rejoindre une planète à peine plus grande que l'Alaska. Un grand rendez-vous spatial. Le plus ambitieux jamais entrepris. Pluton a toujours suscité notre fascination. De Walt Disney dans les années 1930 aux manifestations des années 1990. Rendez-nous Pluton! Mais en réalité, on ne sait que peu de choses sur Pluton. On ne sait même pas à quoi ressemble Pluton. En pénétrant dans les coulisses de l'équipe de New Horizons, nous allons découvrir Pluton comme jamais auparavant. Au terme d'un voyage de 9 ans et demi dans l'espace, tout va se jouer au cours d'une ultime journée. Que la fête commence. L'humain est un être mobile. Nous sommes une espèce qui s'affaire sans relâche. Des migrants nés, des aventuriers, des explorateurs. Notre besoin de mobilité est insatiable. En quelques centaines de milliers d'années, nous avons quitté l'Afrique, traversé les océans, découvert chaque coin du globe. Et à présent, nous allons même dans d'autres mondes. Nous sommes allés sur Mars, Jupiter et Mercure. Nous avons vu Saturne, Neptune, Uranus et Vénus. Pluton, Pluto en anglais, n'est pas qu'un nom de chien. C'est le dernier monde inexploré du système solaire. Elle a le potentiel d'une mine d'or en termes de découverte et détient peut-être la clé des origines de notre propre planète. Aujourd'hui, la sonde New Horizons de la NASA est sur le point de nous dévoiler ce monde pour la première fois. La sonde est même présente dans une des séries les plus populaires du moment. I'm worried about the New Horizons space probe. We get to see him flip out because he's worried it was demolished by space ice. Space ice is no joke. Can't even watch Frozen anymore. Nous saurons bientôt si cette mission audacieuse est un succès. Les membres de l'équipe New Horizons comptent parmi les plus éminents spécialistes de l'espace. Hal Weaver, responsable scientifique. Découvrir le visage de Pluton sera prodigieux. Fran Bagnall, de l'équipe Plasma et Particules. Pour l'instant, on n'obtient qu'une lueur très diffuse de Pluton. Gabe Rogers, responsable du guidage. C'est unique dans une vie. Amanda Zangari, de l'équipe Géologie et Géophysique. J'ai encore du mal à réaliser. Alan Stern, le chef de mission, a consacré 26 années à ce projet. L'énergie est palpable au sein de l'équipe. On est sur le point de toucher au but. Le long voyage de New Horizons a débuté en 2006. C'est l'objet artificiel le plus rapide qui ait jamais quitté la Terre. Un an après son lancement, il croise au large de Jupiter. L'équipe profite de l'occasion pour tester les caméras de la sonde sur Jupiter et ses lunes. Au passage, elles prennent ces merveilleux clichés d'une éruption volcanique dans l'espace. De 2008 à 2009, la sonde file silencieusement à travers l'obscurité sidérale, tandis que le monde bascule dans le chaos financier. Elle poursuit sa course vers Pluton, à plus de 5 milliards de kilomètres de la Terre. Un chef-d'œuvre d'ingénierie d'une demi-tonne, de la taille d'un grand piano, fonçant vers le système solaire externe 10 fois plus vite qu'une balle de revolver. À cette vitesse, 14 km par seconde,
la sonde ne pourra pas se poser sur Pluton. Elle tentera de survoler la surface pour prendre des mesures et des clichés déterminants en moins de 2 heures. La rencontre sera si brève que le centre de contrôle doit guider la sonde minute par minute Voici la marge d'erreur prévue. afin qu'elle soit sur la trajectoire parfaite. Ce qui nous accapare en ce moment, c'est d'essayer de déterminer avec précision où la sonde se trouvera par rapport à Pluton. La sonde renvoie des images de Pluton et des alentours afin d'établir une carte routière dans l'espace. Nous procédons comme les anciens navigateurs avec leur sextant. Ils connaissaient la position de certaines étoiles à des périodes données de la journée pour se localiser à travers le globe. La position de Pluton par rapport à ces étoiles permet de déterminer la position de la sonde par rapport à Pluton. Elle voyage à près d'1 600 000 km par jour. On se rapproche vite. Nous devrions enfin voir le vrai visage de Pluton. Mais il y a encore quelques semaines, nous n'en avions aucune idée, même grâce à Hubble, le meilleur télescope spatial du monde. Je vais vous montrer les meilleures images que nous avons de Pluton. S'il vous plaît. Voilà ce que nous avons de mieux à vous montrer. Un halo de pixels pris par le télescope spatial Hubble. C'est tout ce que Hubble a été capable de prendre, notre télescope le plus puissant? Nous aimerions tous voir une image plus nette. Mais le problème, c'est que Pluton est très éloigné. Mais en regardant de près, cette forme floue révèle pourtant certains indices. L'analyse à travers différentes longueurs d'onde lumineuses révèle des traces d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Et comme Pluton est très éloigné du Soleil, c'est l'un des endroits les plus glacés de notre système. Sur Pluton, il fait environ moins 234 degrés Celsius. Les gaz terrestres gèleraient sur Pluton. Cathy Holkin, planétologue, imagine à quoi pourrait ressembler le paysage de Pluton. Si on marchait sur Pluton, on verrait de la roche et de la glace. Mais ce serait une glace très différente. Elle ne serait pas constituée d'eau comme ici. Ce serait de la glace d'azote, de la glace de monoxyde de carbone et aussi de méthane. Mais les scientifiques estiment que là où le faible rayonnement solaire atteint la surface de Pluton, une partie de la glace pourrait se réchauffer pour se transformer directement en gaz. Pluton pourrait être un monde montagneux composé de glace et de roches primitives, d'où des gaz s'échapperaient de la surface. Ces gaz pourraient se comporter comme cet azote liquide que l'on répand. Sur Pluton, le Soleil réchauffe la glace qui s'évapore pour monter dans l'atmosphère. Les vents la charrient vers des endroits plus froids de la planète. Là, il se condense, peut-être pour former des nuages. On pourrait alors observer des chutes de neige ou de givre qui se condenseraient à la surface. Pluton a sûrement une météo. Hubble a aussi révélé que Pluton avait plusieurs lunes. Charon, la plus grande, fait la moitié de la taille de Pluton. La danse gracieuse de ces deux corps planétaires est unique dans le système solaire.
La compréhension de ce phénomène pourrait nous révéler comment Pluton s'est formé, ce qui pourrait nous apprendre comment la Terre s'est formée. Ce système planète-satellite est un vrai mystère. Il faut se demander comment c'est arrivé. Pluton est un objet très primitif. Il est demeuré congelé. On peut l'envisager comme un grenier qui abrite certains éléments constitutifs de notre système solaire. Pluton pourrait nous renseigner sur la formation de plus grandes planètes, comme la Terre. C'est pourquoi il fallait se rendre sur Pluton. Ça paraît simple, comme pour aller de là à là-bas. Mais se rendre jusqu'à Pluton, c'est aller plus loin que nous ne l'avons jamais fait. À plus de 5 600 millions de kilomètres de distance, 25 fois plus loin que Mars. Pourtant, après un voyage de 9 ans et demi dans l'espace, New Horizons a enfin Pluton dans son viseur. C'est maintenant que commence la phase la plus périlleuse de la mission, durant laquelle un simple grain de poussière pourrait détruire la sonde. Si vous m'avez déjà vu dans des émissions comme Brain Games, ça vous disjoncte littéralement le cerveau. Vous savez à quel point je suis stimulé par les mystères de l'univers et par le pouvoir de la technologie qui les révèle. Nous vivons un moment de l'histoire où tous ces éléments sont rassemblés en une seule et même aventure exaltante. Si la mission New Horizons est couronnée de succès, elle sera le point culminant d'une histoire qui a débuté il y a 85 ans. En 1930, l'astronome américain Clyde Tombaugh prend 2 clichés du ciel nocturne à travers un télescope à 6 jours d'intervalle. Le second cliché montre qu'un des points a bougé. Ce ne peut être qu'une planète. C'est une petite fille en Angleterre qui lui donne le nom de Pluton en référence au dieu romain des enfers. Son grand-père, qui travaillait à Oxford, transmet sa suggestion aux Américains. Puis, Walt Disney, le magnat du dessin animé de l'époque, s'inspire de la nouvelle planète star pour son chien, qu'il nomme Pluto. Et non, ce n'est pas le chien qui a donné son nom à la planète. Désolé. L'amour du public pour le chien traverse les décennies, tandis que la pauvre petite planète sombre dans l'oubli. Jusqu'à l'arrivée d'Alan Stern. J'ai grandi durant l'époque prospère de l'exploration spatiale. J'étais un petit garçon pendant l'épopée du programme Apollo. La technologie, les découvertes scientifiques et l'aspect romantique de l'exploration, j'étais soufflé par tout ça. J'ai construit des maquettes de fusées qui volaient. Une passion qui a duré des années. Alan suit le déroulement des missions d'année en année, planète après planète. Les choses évoluaient si vite que je me demandais si j'allais finir mes études à temps pour participer au programme avant que tout le système solaire n'ait été exploré. Il ne devait pas s'en inquiéter, car il restait encore Pluton. La planète dont personne ne pensait qu'elle méritait une mission, vu sa petite taille et son éloignement. Mais pour Alan, la science gardait le meilleur pour la fin. À mon sens, Pluton a plus d'impact scientifique que n'importe quelle autre planète du système solaire. Et finalement, le gosse qui rêvait de rejoindre la course à l'espace décrochera le job de ses rêves. New Horizons est l'apogée de cette ère de l'exploration. D'une certaine manière, c'est le dernier round, ou la dernière séance. Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance d'être dans cette situation. Mais pour nous, c'est un sentiment exceptionnel d'être là depuis 15 ans et d'aller au bout de l'aventure. Alan va bientôt savoir si le travail d'une vie valait le coup d'attendre. Après 9 ans et demi dans l'espace, la mission se résume à un survol qui va durer moins de 2 heures, dirigé par une équipe ici, sur Terre, à plus de 5 milliards de kilomètres de distance.
Pluton est à 5 milliards 800 millions de kilomètres de nous. Un chiffre astronomique. Comment peut-on se représenter une telle distance? Ramenons le système solaire à la taille des États-Unis. Et imaginons que New York en est le centre. La plupart des New-Yorkais le pensent déjà. Voici le Soleil, au cœur de Manhattan. À cette échelle, la première planète, Mercure, se trouve à Staten Island. Vénus est au niveau du péage du New Jersey. Et la Terre, au niveau de Trenton. Pour atteindre Pluton, New Horizons doit croiser les orbites de toutes les autres planètes. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton se trouve de l'autre côté du pays, à Los Angeles, 40 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et encore pas toujours. C'est à cause de l'orbite excentrique de Pluton. Si le Soleil est ici et que la Terre est là, l'orbite que décrit Pluton est un peu comme ceci. La distance qui sépare Pluton de la Terre varie donc de 5 milliards de kilomètres à 7 milliards de kilomètres. L'orbite elliptique fait donc une très grande différence. Pluton était au plus près de nous en 1989. Depuis, elle ne fait que s'éloigner. 2015 est notre ultime chance de rendre visite à ce monde inexploré de notre vivant. Une occasion à ne pas manquer. La mission New Horizons n'a obtenu le feu vert qu'en 2001. Soit 14 ans depuis le début jusqu'à la rencontre avec Pluton. Cela peut sembler long, mais pas dans le domaine spatial. Pour le lancement de New Horizons, on disposait d'une fenêtre de tir de 3 semaines, 4 ans à peine après avoir remporté le projet. Pour construire une sonde en 4 ans alors qu'il en faut généralement 15, l'équipe a dû faire preuve d'imagination. Nous disposions de très peu de temps pour concevoir la sonde. Il a donc fallu s'inspirer de la technologie existante. Il n'était pas question de réinventer la roue. La sonde doit respecter un cahier des charges très contraignant. Mais surtout, elle doit être légère. Chris et son équipe ont donc conçu une structure triangulaire allégée. On a supprimé les coins du cadre pour réduire la masse. Et nous avons choisi d'éviter au maximum tout ce qui est mécanique, car ça a tendance à tomber en panne. Il lui faut une source d'énergie fiable. Pourquoi pas l'énergie solaire? Pluton est si éloigné du Soleil qu'elle reçoit environ 6000 fois moins de lumière que la Terre. Avec une paire de lunettes de soleil, je ne réduis qu'une fraction de la luminosité. Pour atteindre le niveau d'ensoleillement de Pluton, il faudrait que je superpose 10 paires de lunettes. L'énergie solaire n'est donc pas une option. New Horizons dépend donc d'un générateur alimenté en plutonium, ce qui n'est pas dépourvu d'inconvénients. L'alimentation dégage des radiations qui peuvent nuire à l'électronique. Il faut donc une source très faible. Cette source ne produit que 200 watts de puissance à l'approche de Pluton. Alors qu'alimente-t-on avec 200 watts? Un réfrigérateur? Non. Une machine à café? Aucune chance. New Horizons fonce à travers l'espace grâce à une alimentation capable d'éclairer 2 ampoules. La sonde ne dispose pas assez d'énergie pour alimenter un moteur électrique afin de diriger ses antennes radio vers la Terre. Pour communiquer avec la base, la sonde doit donc pivoter sur elle-même. Lorsqu'elle pointera ses caméras et ses instruments vers Pluton, la sonde tournera le dos à la Terre, coupant tout contact avec le centre de contrôle. Nous devons faire pivoter la sonde pour prendre les mesures sur Pluton. Quand elle croisera Pluton, New Horizons sera livrée à elle-même. Si un problème survient pendant le survol, l'équipe n'en sera informée que trop tard. La sonde se rapproche de Pluton. Elle n'aura qu'une seule occasion de collecter toutes les données possibles sur ce monde inexploré. Après un voyage de 9 ans et demi à travers l'espace,
Nous approchons de Pluton à 51 000 km/h. Et nous mettons tout en œuvre pour obtenir les images et les spectres haute résolution de la surface. À quelques jours de l'approche finale, New Horizons a renvoyé ses nouvelles images, les meilleures à ce jour. Mais elles font pâle figure en comparaison des résultats escomptés au moment du survol. Les 7 instruments embarqués vont sonder les spécificités de Pluton, notamment ses calottes polaires, son atmosphère et son climat. En levant le voile sur ces énigmes, nous pourrions comprendre les processus qui ont accompagné le développement de la Terre à ses débuts. Des processus dont nous sommes tous issus. Mais la collecte de toutes ces données n'est pas une mince affaire. La sonde n'a pas la puissance nécessaire pour alimenter tous les instruments en même temps. L'équipe doit programmer une séquence de survol et la transmettre à l'avance, afin que chaque instrument soit allumé au bon moment. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, le signal met 4h30 pour atteindre la sonde, laquelle met plusieurs jours à la traiter. On doit transmettre nos commandes à la sonde plusieurs jours à l'avance. On ne peut pas changer les plans de New Horizons moins d'une semaine avant le survol. Lorsque la séquence scientifique de survol sera verrouillée, le point culminant de la mission reposera sur la synchronisation. Il faut prévoir le moment exact où New Horizons se survolera Pluton à la seconde près. Le scientifique Mark Buey nous montre à quel point le problème est complexe. Cette voiture est New Horizons. Et l'autre voiture que vous voyez là-bas est Pluton. Ce que nous voulons faire, c'est prendre une photo lorsque nous serons le plus près possible. Aucun instrument à bord de la sonde ne nous permet d'avoir un visuel. On prend les clichés à l'aveugle. On peut ordonner à la sonde de manœuvrer en espérant que Pluton est dans le champ. Si le minutage est bon, elle y sera. Dans le cas contraire, ce sera le vide. Mark ferme les yeux et croise les doigts. 3, 2, 1. Est-ce qu'on l'a eu? Je l'ai raté. Le seul moyen de prédire la position de Pluton au moment de la rencontre est de connaître son orbite avec exactitude. Fait incroyable, lorsque New Horizons quitte la Terre il y a 9 ans et demi, l'équipe ne dispose pas de cette donnée essentielle. Pluton met 248 ans pour faire le tour du Soleil. Pluton n'a donc jamais été 2 fois au même endroit depuis la création des États-Unis. Depuis sa découverte, Pluton n'a accompli qu'un tiers de sa révolution, et la plupart de ses données sont approximatives. Ceci représente le ciel. Les données relevées entre 1930 et 1950 sont peu précises. Les premières données exactes datent de 1990. Cela signifie qu'on pourrait dessiner une autre courbe qui aurait cette trajectoire, par exemple. Chacune de ces courbes représente une orbite différente. Chaque orbite situe Pluton à un point différent au moment de la rencontre avec la sonde. Chaque point est distant d'environ 100 000 km. En 2012, aux 2 tiers de la mission, il y a un risque que New Horizons rate complètement Pluton. Il a fallu des années pour planifier la mission, construire la sonde, lui faire traverser le système solaire. Tout ça pour photographier un ciel vide. Mark sait qu'il doit trouver une solution, et vite.
La sonde est dans l'espace depuis 9 ans et demi. Elle devrait atteindre sa cible. Mais rien ne garantit le succès de la mission. En effet, en 2012, tandis que la sonde file à travers l'espace à près d'1 600 000 km par jour, Mark Buoy réalise qu'il ne sait pas exactement où se trouvera Pluton au moment de la rencontre. À tel point qu'au beau milieu d'une réunion, je me suis levé et j'ai dit « on a un problème ». La mission entière risquant d'être compromise, Mark se rend à l'observatoire Lowell, là où Tombaugh a découvert l'existence de Pluton. Chose incroyable, il tombe par hasard sur une pile d'images télescopes du ciel nocturne autour de Pluton. Elles ont été prises par l'astronome Karl Lampland entre 1930 et le début des années 50. Ici, à gauche, on a une des 2 planches que Tombaugh a utilisées pour découvrir Pluton. Mais ça ne suffit pas pour localiser l'orbite. Puis viennent les planches de Lampland. Le zoom permet d'obtenir une précision accrue, mais surtout, on dispose d'un millier de mesures sur une période de 20 ans. Une chose est sûre, à mon avis. Il tentait de mesurer la position de Pluton. Mark traite plus d'1 millier d'images de Lampland pour créer le premier film de l'orbite de Pluton. On ne distingue qu'un petit point diffus qui se déplace sur la droite de l'étoile brillante. Oui, ce petit point est Pluton. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, en suivant la progression précise de ce point, l'équipe de Mark peut guider la sonde dans un rayon de 13 000 km autour de la planète. Elle peut maintenant prédire exactement où Pluton se trouvera le 14 juillet 2015 au moment de la rencontre. C'est une histoire incroyable. Mais les données que Karl Lampland a prises ont été d'une importance capitale pour la mission. Malheureusement, la mission subit un nouveau coup inattendu. La planète la plus discrète du monde devient subitement la plus controversée. C'est enfin officiel, Pluton n'est plus une planète. Le vote de l'Union astronomique internationale en a décidé ainsi. C'est pas la taille qui compte! C'est pas la taille qui compte! J'ai parlé avec un étudiant la semaine dernière qui pensait que Pluton avait été éjecté du système solaire. Elle est trop petite? Planète un jour, planète toujours. Bien sûr qu'elle n'a pas été éjectée. Elle décrit toujours la même orbite. Elle a juste été reclassée. Stricto sensu, planète définit un corps rond. Pluton est officiellement déchu de son statut de planète par l'Union astronomique internationale. Voix en faveur de la première résolution. Voix contre. Rendez-nous Pluton! Pluton est une planète! Le public est scandalisé. Les écoliers inondent l'astronome Neil deGrasse Tyson de lettres de protestation. Cher Monsieur Tyson, pourquoi estimez-vous que Pluton n'est plus une planète? Je n'aime pas votre réponse. Vous allez devoir reprendre tous les livres et les modifier. Emerson, 9 ans. Dans la célèbre série américaine Big Bang Theory, les auteurs exploitent ce filon de mécontentement populaire. I'm quite familiar with Dr. Tyson. He's responsible for the demotion of Pluto from planetary status. I liked Pluto. Ergo, I do not like you. But I actually didn't demote Pluto. That was a vote of the International Astronomical Union. If ifs and buts were candy and nuts, we'd all have a Merry Christmas. Think about that, Dr. Tyson. Quel est donc le problème au sujet de Pluton? Pourquoi n'est-ce pas une planète? Qu'est-ce qu'une planète au juste? Quelque chose de rond, non?
Le corps doit être sphérique à cause de sa taille ou de sa propre gravité. Elle doit être assez grosse pour rester agrégée, avoir une masse, une gravité suffisante pour rester ronde. Sinon, ce n'est qu'un objet. Ça se tient. Je suppose qu'elle doit tourner autour du Soleil? Une planète est un objet qui orbite autour du Soleil. Compris. Autre chose? Il y a des planètes primaires, comme la Terre, Jupiter ou Pluton, et des planètes secondaires. La Lune est une planète secondaire parce qu'elle gravite autour d'une planète primaire. Et il pourrait y avoir des planètes tertiaires, telluriques, gazeuses, glacées. Stop. Bon, pour la plupart des scientifiques, Pluton est une planète. Alors qu'est-ce qui a changé? Il semble que le problème ne venait pas de Pluton, mais du fait qu'elle n'était plus seule. Les astronomes ont trouvé un autre petit objet près de Pluton. Puis d'autres, et encore d'autres. Plus de 1000 objets aux allures de planètes, certains de la taille de Pluton. Ils appellent cette nouvelle région la ceinture de Kuiper. Elle est principalement composée de corps de glace et de roches qui gravitent autour du Soleil. La ceinture de Kuiper introduisait des milliers de nouvelles planètes potentielles de la taille de Pluton. Et il fallait donc toutes les nommer. Leur réaction a été de dire s'il y a trop de planètes, les écoliers ne se souviendront jamais de leur nom. Vraiment? Pourquoi ne pas limiter le nombre d'étoiles tant qu'on y est? Ce serait un désastre pour l'astronomie si nous ressortions bredouilles de l'Assemblée générale. On nous prendrait pour de vrais imbéciles. Ils décident d'appeler les plus gros objets de la ceinture de Kuiper des planètes naines, au nombre desquelles figure Pluton. Et nous voilà avec Pluton et les 7000 naines. Le truc avec les planètes, c'est que ce n'est pas tant leur taille qui importe, mais ce qu'elles peuvent nous apprendre sur nos origines. Et la découverte de la ceinture de Kuiper n'a fait que souligner l'importance de la mission New Horizons vers Pluton. Ces roches sont des vestiges de la formation du système solaire. Et elles pourraient nous aider à comprendre comment les planètes se forment, y compris notre Terre. Pluton est un fossile qui va nous aider à comprendre précisément ce qui se passait à l'époque de la formation de la Terre et de toutes les autres planètes. Mais en se rapprochant de toute cette matière, on s'expose à un autre problème de taille. Il pourrait y avoir des débris dans l'espace, susceptibles de détruire la sonde. À présent, l'équipe de New Horizons guide la sonde vers Pluton et ses lunes, lors de la phase ultime de ce survol historique. Nous sommes sur le point de faire des découvertes fondamentales sur Pluton et nos origines. En cas de succès, New Horizons pourrait révolutionner notre compréhension de la formation de notre planète. Les dernières images prises par la sonde révèlent que sa trajectoire est parsemée de dangers. Sur cette image, Pluton est entouré de ses 5 lunes. Charon et 4 autres objets plus petits. Les analyses laissent supposer que ces petites lunes ne sont que des corps rocheux informes. Ils tournoient de façon erratique autour de Pluton. L'équipe estime que Charon et ses petites lunes pourraient être des vestiges de collision survenus peu après la naissance de Pluton. Nous pensons qu'elles ont les mêmes origines, qu'il y a eu une sorte d'impact gigantesque au début de leur histoire. 2 objets se percutent et laissent 2 corps qui gravitent l'un autour de l'autre. Si New Horizons parvient à étudier ces objets d'assez près, il pourrait nous apprendre comment Pluton et son cortège de satellites se sont formés. Et cela nous aiderait sans doute à expliquer la formation de notre Terre et de sa Lune. Kevin Walsh pense pouvoir expliquer les hypothèses avancées grâce à la balistique moderne. La première condition requise est une vitesse élevée, celle d'une balle d'arme à feu. Pluton est la cible,
La balle est un gigantesque corps rocheux. Lorsque la balle quitte le canon, elle se déplace à près d'1 km par seconde. La formation d'une lune implique un impact entre ces deux corps avec une vélocité équivalente. L'équipe de la mission est convaincue que Pluton a été percuté par de gros corps rocheux il y a plusieurs milliards d'années. Les débris auraient été capturés par la gravité de Pluton pour devenir des satellites. Si l'objet percute la planète selon un angle approprié, cette dernière ralentit le corps qui la percute. Ce corps peut former une lune puisqu'il est capturé par la gravité de Pluton. Si Pluton et ses lunes se sont formés de cette manière, leur surface devrait emporter les traces. Mais il est très hasardeux d'approcher la sonde aussi près. Toute collision à 1 km ou plus par seconde ne sera pas nette. Elle générera beaucoup de débris alentour. La trajectoire de New Horizons pourrait être parsemée de nuages de débris. Les débris gravitent à une très faible vélocité, mais la sonde, elle, se déplace à très grande vitesse. 10 fois celle d'une balle qui quitte ce fusil. Et il suffit de peu de choses pour détruire la sonde. Si un objet de cette taille percutait New Horizons, il pourrait traverser la sonde. Et il se pourrait qu'il sectionne un câble d'alimentation, qu'il abîme un circuit imprimé de l'ordinateur principal, ou qu'il endommage un instrument scientifique. Traverser une zone de débris pourrait s'avérer catastrophique pour New Horizons. L'équipe doit guider l'engin assez près pour étudier Pluton et ses lunes, tout en se mettant suffisamment à l'écart des nuages de poussière et de débris. Sachant que la sonde file à la vitesse d'1 600 000 km par jour, il ne reste que peu de temps pour corriger sa trajectoire. Lorsque nous aurons effectué la dernière manœuvre de contrôle de la trajectoire, on ne pourra plus rien faire. Il faudra s'en remettre à l'immensité de l'espace en espérant que nous ne percuterons rien. On va croiser les doigts. Au terme d'un voyage de 9 ans et demi, la sonde a parcouru près de 5 milliards de kilomètres. Cet engin spatial de 600 millions d'euros est sur le point de révéler les images les plus détaillées de Pluton qui ont jamais été prises. L'équipe de New Horizons télécharge les derniers clichés de la sonde. Les membres découvrent pour la première fois le paysage qu'ils vont survoler pendant l'approche. Les analyses indiquent la présence de calottes polaires, d'une possible chaîne de montagnes et même de traces d'un cratère d'impact. Mais pour l'objectif principal, l'équipe doit encore patienter un peu. On est presque arrivé au bout de l'aventure. Nous sommes aux portes de la découverte. Les dernières instructions ont été envoyées vers la sonde. Elles sont en place et verrouillées. La tension monte. Les scientifiques brûlent d'impatience et les équipes de planification sont sur les nerfs. C'est une première et nous n'avons pas le droit à l'erreur. L'émotion est palpable au sein de l'équipe. Quand on consacre autant de temps et d'énergie à un truc, on est tendu lorsqu'on arrive sur le pas de la porte de Pluton. Lors du guidage de New Horizons entre Pluton et ses lunes, les petits fragments de débris représentent un dernier obstacle. La sonde se dirige vers eux à près de 50 000 km/h. Une particule d'à peine 1 millimètre peut perforer la sonde. New Horizons est extrêmement vulnérable. Mais Hal Weaver a peut-être la solution. Utilisez l'antenne radio comme bouclier. On pourrait tirer profit de cette grande parabole en la pointant dans la direction qu'emprunte la sonde.
Les particules percuteront l'antenne à l'avant. Ça n'altérera pas son fonctionnement, mais ça protégera ce qui est en dessous. L'antenne devrait absorber l'énergie d'impact éventuel. L'équipe n'a plus qu'à attendre. « 14 juillet 2015, 3h15 UTC. New Horizons entame ses manœuvres programmées. Opérant de manière autonome, la sonde se détourne de la Terre et s'oriente vers Pluton, coupant ainsi toute communication avec le centre de contrôle. L'ordinateur embarqué se consacre à la collecte des données scientifiques. Il scanne, prélève des échantillons et photographie ces lieux extraterrestres. 11h50. La sonde survole la surface à 12 000 km d'altitude. C'est le travail d'une vie. Le succès repose sur la brève rencontre entre un engin spatial de 600 millions d'euros qui a passé 9 ans et demi dans l'espace et le dernier monde inexploré du système solaire. Si New Horizons réussit, elle transmettra ses données vers la Terre, révélant les secrets de Pluton pour la toute première fois. La longue attente est sur le point de s'achever. La réception des données confirmera que tout s'est bien passé. Ce sera jubilatoire. C'est comme un soir de première à Broadway, que le spectacle commence. Lorsque ces données nous parviendront, l'un des voyages les plus incroyables de l'histoire de l'exploration humaine s'achèvera. De la Terre à la dernière planète du système solaire, plus de 5 milliards de kilomètres. Il y a 85 ans, Clyde Tombaugh repérait ce petit point furtif. Clyde n'a pas vécu assez longtemps pour voir New Horizons décoller. Mais ses cendres sont à bord de la sonde qui survole Pluton. Le geste est noble, non ? Envoyer un homme à la rencontre de sa propre découverte. Depuis 9 ans et demi que New Horizons est en route, nous nous sommes demandé à quoi ressemblait Pluton. Et nous allons enfin la voir, découvrir ces images. Nous saurons peut-être à quoi ressemble sa surface ou son climat. J'ai hâte d'y être, quoi qu'on trouve sur Pluton. Pluton pourrait même nous éclairer sur les origines de notre propre planète et nous donner des informations sur tout le système solaire. Nous sommes enfin sur le point de le découvrir. Au départ, la question que nous avons posée à tout le monde était « Qu'allons-nous y trouver ?» Chacun y est allé de ses prévisions scientifiques. La mienne était un peu différente. Elle disait « De toute façon, ce sera merveilleux.